Dans cette vidéo, on va faire un zoom sur un ETF en particulier. Alors ça va être une vidéo un peu plus technique que d'habitude. Je vais dérouler comme si tu savais de quoi je parlais. Si c'est pas le cas, désolé pour toi. Mais pour que ce soit intéressant, il va falloir que je déroule assez vite les choses. Si tu ne sais pas ce que c'est un ETF, il y a une vidéo sur ma chaîne que je t'invite à regarder où j'ai expliqué tout ça en détail. Ici, je voulais te partager un point un peu particulier que j'ai découvert en faisant des analyses. Tu sais, je regarde régulièrement des ETF pour voir dans comment ils peuvent s'intégrer dans ma stratégie ou dans des allocations d'actifs que j'ai définies. Et je suis tombé sur un truc un peu particulier, je voulais te le partager parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent utiliser un ETF et qui souvent n'ont pas la bonne approche. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc tu vois, l'ETF en question ici, c'est le NOBL. Donc c'est un ETF qui est basé sur le marché américain, S&P 500, et qui a une approche sur les dividendes aristocrates. Donc les dividendes aristocrates, c'est quoi? C'est une catégorie de sociétés qui versent des dividendes croissants depuis longtemps. Donc en l'occurrence, aristocrate, c'est 25 ans. Il y a différentes, t'as contender, et voilà, il y a des durées plus courtes, mais bref. Là, ils versent un dividende croissant depuis 25 ans. Donc c'est quand même des sociétés solides, tu vois. Là, en l'occurrence, tu te dis, ça peut être une bonne idée. À la limite, le dividende, la supposition, c'est qu'évidemment, une société qui verse un dividende, c'est une société qui est solide, qui a un avantage concurrentiel, durable a priori, ce qu'on appelle un moat, et qui donc a la capacité future à générer du bénéfice. Parce que en gros, c'est ça qui nous intéresse. Elle a la capacité à générer du bénéfice, donc elle a la capacité à payer le dividende. Sinon, en tant qu'investisseur, notre argent, on préfère le mettre ailleurs. C'est logique. Donc, cet ETF-là est intéressant parce qu'il pourrait tout à fait rentrer dans une stratégie où tu te dis, dans mon allocation d'actifs générale, parce que je te rappelle que tu investis pas en bourse en prenant un titre ou 3 trucs au hasard. Il faut faire ce qui s'appelle une allocation d'actifs, c'est-à-dire équilibrer ton portefeuille avec différentes classes d'actifs, actions, obligations, etc., pour que ce soit équilibré et que ce soit plus résistant dans les crises et au travers des cycles économiques. Parce qu'il y a des cycles dans lesquels les actions vont mieux marcher, et il y a des cycles dans lesquels les actions vont beaucoup moins bien marcher, donc il faut le reste. Donc, bref, et donc cet ETF-là pourrait très bien rentrer comme une partie dans une allocation d'actifs pour dire, voilà, investir sur les grosses entreprises américaines, aristocrates dividendes, donc c'est pas bête du tout. Et ce qui m'a interpellé quand j'ai regardé cet ETF-là, en fait, c'est un truc très simple. Bon, au-delà des considérations techniques, je vais pas rentrer dans les détails, la taille du fonds, est-ce que c'est réplication physique, synthétique, machin, tout ça, en fait, ça n'a pas d'importance là dans ce que je vais dire. Donc je regarde la fact sheet toujours. Donc la fact sheet, c'est quoi? C'est la notice du bordel, quoi, qui t'explique ce que c'est l'ETF. Alors je suis désolé, j'ai pas toujours les termes techniques. Moi, j'ai pas une formation en finance. Je suis plus un passionné autodidacte qui te raconte ce qu'il a appris et ce qu'il fait, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc qui est fou, et notamment ce graphique-là. Tu vois, ce graphique, il est frappant parce que qu'est-ce qu'on voit? Donc le ProShare, c'est celui qui est en vert. Et tu as le S&P 500 qui est en orange là. Et même tu as en bleu le dividende aristocrate index, donc on va dire l'indice de référence de l'ETF qu'on regarde. Parce que tous les ETF se basent par rapport à un indice de référence pour pouvoir comparer si ça va mieux ou pas. Et là, il y a un truc qui est fou, c'est que tu regardes que depuis le crack en 2020 là, la crise sanitaire, eh bien le S&P 500 a largement mieux performé que cet ETF-là. Tu vois, l'orange, là, il est bien supérieur, et pas qu'un peu. On n'est pas dans l'épaisseur du trait, là. Il y a une différence significative. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, que si tu avais investi dans cet ETF, au travers de la crise, là, en 2020, en fait, tu aurais fait une moins bonne performance que si tu avais juste pris le S&P 500 tout court. C'est-à-dire l'ensemble du marché américain, et non pas juste les entreprises qui sont classées dividendes aristocrates. Alors, pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. J'ai pas la réponse, je peux te donner des pistes. Donc, ce qu'on peut voir dans les pistes qui peuvent expliquer cela, c'est, je pense, une raison purement circonstancielle. C'est que la politique monétaire a fait que, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises dites zombies, c'est-à-dire des entreprises qui
sans les politiques monétaires accommodantes, alors qu'ont été mises aussi dedans à cause des confinements et tout ça. Bon, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais bon, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui devraient être mortes, en synthèse. Et elles ne le sont pas. Ce qui fait que le S&P 500 est potentiellement, encore une fois, je suis pas, personne ne sait vraiment, on a des indicateurs historiques comme le PER historique qui est élevé, mais voilà, on n'a pas de certitude. Il serait potentiellement du coup surévalué le S&P 500, ce qui ferait que même les dividendes aristocrates qui sont censés représenter les sociétés les plus solides, parce que quasiment toutes les sociétés qui versent qui ont une bonne performance versent un dividende. C'est pas vrai de toutes, hein. Tu as Apple qui est connu pour pas le faire, voilà. Mais il y a beaucoup de sociétés qui ont qui sont très bien établies, qui versent un dividende. Donc, si tu veux, c'est assez représentatif des meilleures sociétés du marché. Et le S&P 500, lui, est plus général. Donc, dedans, il y a de tout. Alors justement, ça fait partie peut-être de la deuxième explication. Donc la première, je te dis, c'est la situation économique et monétaire actuelle. La deuxième, c'est peut-être que tout simplement, comme le marché a bénéficié à de nombreuses sociétés technologiques qui ne versent pas forcément de dividendes, eh bien, elles sont dans le S&P 500 et elles ne sont pas dans cette ETF qui représente les dividendes aristocrates. Donc voilà, tu vois, c'est intéressant cet petit exemple, c'est pour ça que je voulais te le montrer, parce que tu vois en fait au travers de cet exemple que c'est pas toujours l'idée de base, le principe du dividende aristocrate est bien, mais encore faut-il que ce soit adapté au contexte actuel. Et là, on voit que ça l'est pas. D'ailleurs, tu vois que dans la composition de ce fonds, tu as seulement 1,71% en technologie de l'information, alors qu'on sait que c'est un des secteurs qui a le plus bénéficié depuis 2020 de la crise sanitaire et de tout ce qui en suit. Donc, tu vois, c'est un effet inattendu. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Et je m'étais dit que je voulais te partager ce petit constat. Ici. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait mieux valu faire au final? Alors, il y a deux choses. La première, c'est de ne pas essayer de faire le malin. Et ça, on a tous ce travers-là. C'est toujours essayer de vouloir faire mieux. Toujours essayer de vouloir mettre notre petit grain de sel alors qu'on n'a pas tous les éléments ou alors que c'est tellement compliqué qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc il aurait peut-être probablement valu ici mieux acheter le S&P 500 et laisser faire le marché et pas s'occuper des détails. Et quitte à pondérer à côté avec des actions à dividendes des titres individuels ou un fonds comme celui-ci, mais à côté, comme stratégie complémentaire. Mais la stratégie principale, c'est le S&P 500, c'est le marché principal. Bon, ça l'est de moins en moins, mais ça va l'être pendant encore quelques années quand même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi de suivre la tendance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les technologies de communication, tout ce qui est infrastructure numérique, ça a le vent en poupe. Donc, et ça, j'en ai parlé dans ma lettre à plusieurs reprises, s'exposer à ça, c'est aussi un bon moyen de doper tout simplement le rendement global d'un portefeuille et d'une allocation d'actifs, selon moi. Voilà, je vous partage ces idées-là. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être utile comme réflexion de remettre en perspective les choses. Et c'est pas juste parce qu'une entreprise verse un dividende depuis 25 ans que c'est une bonne entreprise dans le contexte actuel. Hein. Donc, encore une fois, quand il y aura probablement un retournement économique avec un retour sur des fondamentaux plus solides, ces entreprises-là peut-être se distingueront de par leur solidité historique, mais elles sont probablement, de par leur histoire, beaucoup moins technologiques que les autres, donc peut-être plus facilement disruptables, plus facilement remplaçables, parce que voilà, encore une fois, c'est ce qui fait ça depuis 25 ans qu'ils sont encore là. On peut citer plein d'entreprises qui étaient des entreprises de référence dans leur secteur qui ont quand même disparu. Donc voilà, c'est des éléments de réflexion à prendre en compte. Des fois, il vaut mieux faire simple et pas chercher à suroptimiser les choses pour pouvoir capter la performance globale d'un marché dans des conditions économiques que on ne peut pas toujours anticiper. Voilà ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien. À bientôt.